Hi, welcome to this new webinar about generator synchronization today. So while we wait for everybody to join in, because we still have lots of people that have not logged in, I will just start sharing my screen here with you. Christian, c'est bien en anglais ce matin et non? Non, c'est encore en français. Merci. Effet, ça essaie de l'en faire. Par chance que tu es là. Hein. Il y a quelqu'un qui a fini par me le dire par le chat, mais je le fais en anglais 3 fois sur 4, donc désolé, bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire sur la synchronisation d'une génératrice avec le réseau. Oui, puis d'autant plus que mon PowerPoint est aussi en anglais, donc c'est difficile de convaincre mon cerveau que je fais ça en français quand je suis en ligne et tout seul dans mon bureau. Donc, bienvenue à ce webinaire. Nous attendons encore quelques personnes à se joindre à nous par rapport au nombre d'inscriptions que nous avons eues. Donc, en attendant, petit rappel que je fais toujours. Premièrement, pour l'interface de GoToWebinar, si vous n'êtes pas familier avec, vous allez voir que vous avez à droite de votre écran quelques barres grises qui représentent des onglets. Vous allez avoir entre autres un onglet questions sous lequel on vous demande d'inscrire vos questions. Toutes questions que vous avez d'ordre technique ou d'ordre plus administratif, vous les posez là. Et pour répondre à ces questions, j'ai encore avec moi ce matin mon collègue François-Xavier Bellil. Bonjour François-Xavier. Bonjour Christian, je suis en direct du bureau ce matin. En direct de chez Festo, donc j'espère que ça va vous encourager un peu de savoir que les activités sont en train de reprendre tranquillement, les activités industrielles reprennent tranquillement au Québec et à Québec. Donc aujourd'hui, on est en train de justement remettre l'usine en marche et à partir de la semaine prochaine, la production redémarre, pas en grand parce que ça va être à effectif réduit, mais on redémarre ça aussi rapidement que possible pour pouvoir satisfaire vos commandes. Donc, comme je disais, François-Xavier va se charger de répondre à vos questions ou de me les relayer s'il considère que c'est une question d'ordre général que tout le monde aurait avantage à entendre. Pour l'interface, oui, ensuite vous avez un onglet chat qu'on vous demande d'utiliser pour nous transférer tout, nous poser pas nous poser, mais nous transférer toute autre information. Donc, si vous voulez, par exemple, partager le fait que vous avez des problèmes techniques, la difficulté à vous connecter, etc., servez-vous du chat pour ça. Parce que les questions, elles, sont enregistrées. Donc, les questions que vous nous posez sont enregistrées, alors que ce qui se passe dans le chat, c'est complètement en dehors de l'enregistrement. De ce que GoToWebinar enregistre. Ensuite de ça, finalement, vous avez un bouton rond avec une icône de main dessus qu'on peut vous demander à l'occasion d'utiliser si on vous pose une question oui, non, alors levez la main pour indiquer votre réponse. C'est ce à quoi ce bouton sert. En attendant, encore une fois, que tout le monde se joigne, quoique là, ça commence à rentrer pas mal, je vais vous soumettre 2 petites questions pour savoir votre niveau de connaissance du sujet d'aujourd'hui. Ça va me permettre d'adapter ma présentation, de la faire plus ou moins technique. Donc, je vous demande tout simplement de répondre à la question en cliquant sur un des 2 boutons. Encore une fois, je vous avertis que ce n'est pas tous qui pourront voter. Malheureusement, l'interface de GoToWebinar n'est pas 100% fonctionnelle. Il y a à peu près 60 à 70% des gens en général qui sont capables de cliquer sur la réponse. Les autres n'y parviennent pas. Je vous rappelle aussi que c'est le 3e webinaire, 3e sujet différent d'une série de webinaires que nous mettons en ligne, que nous diffusons depuis la semaine dernière. La semaine dernière, c'était l'introduction à l'utilisation de LVSIM. Je vous suggère fortement, si vous n'avez pas pu voir ces présentations la semaine dernière, d'aller visualiser notre vidéo sur YouTube. Le nom du vidéo, c'est Getting Started with LVSIM EMS. Et en fait, je vais demander à François-Xavier s'il pouvait de copier le lien URL vers cette vidéo dans la boîte de chat. Donc, vous pourrez récupérer le lien à cet endroit et aller visualiser ce vidéo si ce n'est pas déjà fait. Parce qu'aujourd'hui, je ne couvrirai pas les bases de l'utilisation de LVSIM puisque ça a été fait dans cet autre webinaire. Okay, Christian, je vais faire ça dans quelques instants. J'ai une question juste avant qu'on commence. Si on a, je sais qu'il y a Étienne ici qui aurait voulu voir la compensation
de la puissance réactive, ça, c'était bien la présentation d'hier? C'était hier et avant-hier, oui, malheureusement. Donc, si la personne s'était inscrite à ce webinaire et n'a pas pu participer, elle va recevoir la vidéo du webinaire automatiquement parce qu'on les envoie à toute personne qui était inscrite. Si la personne n'était pas du tout inscrite, il faudrait qu'elle nous fournisse son adresse courriel pour qu'on puisse lui faire parvenir le lien vers la vidéo. Parfait. Merci. Je vous pose une autre petite question et on va lancer le webinaire comme tel. Donc, j'aimerais savoir si vous êtes, à quel point vous êtes familier avec le sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est-à-dire les génératrices synchrones. Encore une fois, c'est pour me permettre d'adapter mon propos pour passer plus ou moins de temps sur les fondamentaux avant de plonger dans les exercices pratiques. Alors, j'ai 40% de réponses. La moitié des gens ont répondu maintenant. OK, donc on va y aller avec le début de notre présentation. Merci à tous pour avoir voté et encore une fois, désolé pour ceux qui n'y parviennent pas à voter. Petit problème technique encore avec GoToWebinar. C'est bon, donc d'après ce que je vois, la majorité d'entre vous avez déjà été familier évidemment avec le fonctionnement des génératrices synchrones. Il y en a qui sont totalement familiers, d'autres un peu. Donc, on va y aller avec une présentation allégée pour les principes théoriques de la génératrice. Alors, je m'excuse du fait que le PowerPoint soit en anglais, mais comme on fait ces présentations dans 3 langues différentes, vous comprendrez que ça serait trop coûteux de devoir maintenir 3 versions différentes de chaque PowerPoint. Donc, on garde le PowerPoint en anglais, mais on adapte la langue de présentation. Donc, pour aujourd'hui, on va commencer comme d'habitude avec une discussion théorique telle qu'on le fait dans chacun de nos exercices dans nos manuels. Donc, on commence par regarder les principes théoriques sous-jacents à l'exercice qu'on s'apprête à faire. Donc, dans ce cas-ci, il va s'agir de regarder les principes de fonctionnement d'une génératrice synchrone, puis ensuite de regarder quels sont les 4 prérequis qui doivent être atteints avant de pouvoir faire la synchronisation avec le réseau. Ensuite de ça, on va arriver dans la partie pratique où on va faire 3 exercices pratiques. En fait, c'est un exercice qui comprend 3 parties. On va commencer par faire la synchronisation de la génératrice avec le réseau. Ensuite de ça, on va regarder, une fois qu'on est synchronisé, comment on peut contrôler la puissance active qui est échangée avec le réseau et finalement, comment on peut contrôler la puissance réactive qui est échangée avec le réseau après synchronisation. Et encore une fois, tout ça, ça va nous permettre d'améliorer encore notre connaissance de LVSIM EMS et des outils qui y sont. Donc, on va présenter encore des nouveaux outils qui n'ont pas été utilisés jusqu'à maintenant, dont, entre autres, la possibilité de commander le dynamomètre à partir de l'ordinateur. Évidemment, on est dans un simulateur, donc on est toujours à partir de l'ordinateur, mais je vous ferai comprendre c'est quoi la distinction quand on y arrivera. Et finalement, on va regarder un autre outil qui est disponible dans LVSIM, qui est le Synchroscope, qui est un outil justement parfaitement, pas seulement parfaitement adapté, mais dont l'utilité n'apparaît que dans cet exercice qui est de synchroniser une génératrice avec le réseau. Pas de questions, pas de commentaires, FX, avant de commencer? Non, c'est bon pour l'instant. Parfait, parfait, merci. Donc, allons-y avec les principes de fonctionnement, très rapidement, les principes de fonctionnement d'une génératrice. En passant, je vous rappelle que toutes les images que j'utilise ici dans mon PowerPoint sont extraites de nos manuels. Donc, vous allez retrouver les mêmes images avec évidemment le texte explicatif qui les accompagne, que je vous résume ici verbalement. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le principe de fonctionnement d'une génératrice. Alors, on voit qu'on a notre rotor qui comprend un enroulement de fil électrique dans lequel on va se faire circuler à l'aide de notre collecteur ici, on va faire circuler un courant CC dans notre bobine, ce qui va évidemment générer un champ magnétique d'intensité variable en fonction de l'intensité du courant qu'on fait circuler.
Cet arbre, ce rotor, on va le faire tourner à l'intérieur d'un noyau de fer doux et ce qui va évidemment en tournant faire varier le champ magnétique à l'intérieur de ce noyau et qui va venir induire des tensions dans les enroulements électriques qui sont ici. Et c'est par ces bobines-là ici qu'on va venir récolter la tension induite par notre champ magnétique tournant qui est ici. Sachez qu'évidemment, au centre ici, plutôt que d'avoir un électroaimant comme nous avons ici, ça pourrait aussi être un aimant permanent, mais là, à ce moment-là, on a un champ qui est fixe sur lequel on n'a pas le contrôle. Avec un électroaimant comme ça ici, on va avoir du contrôle sur l'intensité de ce champ et on va voir que c'est bien utile à bien des égards. Donc, ce qu'on voit ici, c'est le principe vraiment de base où on a un seul enroulement dans notre rotor qui vient induire une tension dans un seul dipôle ici magnétique. Mais on va voir qu'évidemment, dans une génératrice plus complète, on va avoir plusieurs paires de pôles comme ça qui va nous permettre d'induire, quand on fait un tour complet, d'induire plusieurs tensions, une à la suite des autres. Et c'est ce qu'on va voir justement ici. Donc, ici, on a une génératrice synchrone triphasée. Donc, on va se ramasser avec 3 paires de pôles, comme on voit ici. Donc, pôle A pour notre phase A, phase B, phase C. Et si on regarde un sens de rotation comme ça, c'est du champ magnétique qui tournerait dans le sens horaire à l'intérieur de ces pôles, on va voir qu'on va induire des tensions à différents moments. Donc, quand le champ magnétique va être orienté verticalement ici, on va induire la plus grande tension dans la paire de pôle A. Ensuite, on va arriver au pôle C, mais si vous regardez rapidement, vous allez voir que l'enroulement ici autour du pôle C est dans le sens inverse qu'autour du pôle A, ce qui veut dire qu'on va venir induire ici une tension négative. Donc, si ici j'avais mon maximum positif, ensuite je vais avoir mon maximum négatif pour la phase C, ensuite mon maximum positif pour la phase B, ensuite le maximum négatif pour la phase A, positif, négatif, ainsi de suite. Et c'est ainsi que phase après phase, on va venir induire une tension sinusoïdale qui passe par un maximum positif et un maximum négatif de façon sinusoïdale pour chacune des phases. Et c'est ainsi qu'on se ramasse avec 3 tensions à la sortie de notre 3 tensions décalées de 120 degrés l'une par rapport à l'autre à la sortie de notre génératrice triphasée. Alors ici, c'est le graphique des courants, mais ça pourrait tout aussi bien être les tensions, évidemment, à la sortie de la génératrice. Donc, on voit bien chacune des phases qui s'enchaînent l'une après l'autre. Et dans l'ordre que je viens de vous dire, maximum positif pour A, maximum négatif pour C, maximum positif pour B, maximum négatif pour A, tel qu'on vient de le voir. Là, ici, on a une image d'une génératrice industrielle, une génératrice de grand calibre, 350 mégavolt ampères. Je ne sais pas si vous voyez à l'arrière ici, on voit un opérateur humain. Donc, non, en fait, ce n'est pas un opérateur humain, mais c'est une table. Donc, ça nous donne une idée là, de la taille de l'objet ici. C'est très, très gros. Et évidemment, des paires de pôles dans ces génératrices-là, on en a beaucoup plus qu'une paire de pôles par phase. En fait, on va avoir plusieurs paires de pôles par phase, de sorte que quand le rotor fait un tour complet, il va avoir généré plusieurs cycles de ces tensions sinusoïdales-là dans les 3 phases. OK. Donc, ce qu'on voit ici, c'est les objectifs de l'exercice 4.3 qui est tiré de notre manuel sur les machines triphasées, les machines rotatives triphasées. C'est le dernier exercice, en fait, de ce manuel qui porte sur les machines asynchrones, sur l'induction, le principe d'induction, les machines asynchrones, les machines synchrones, tant en moteur qu'en générateur. Et le dernier exercice porte sur la synchronisation de la génératrice avec le réseau. Donc, l'objectif de cet exercice-là est listé ici. C'est recopié encore une fois directement du manuel. Et on voit ici que la discussion théorique de l'exercice va couvrir les points suivants. Donc, l'introduction à la synchronisation. Après ça, comment faire la synchronisation manuelle d'un générateur synchrone. Quels sont les stress mécaniques et les transitoires électriques qu'on a à l'intérieur de la génératrice au moment de la synchronisation et finalement comment
la génératrice va fonctionner, va réagir après synchronisation avec le réseau. Donc, je vais présenter certains de ces points-là. On va sauter le point des transistoires pour aujourd'hui. Ça dépasse les objectifs de cette présentation. Quelles sont tout d'abord les 4 conditions de synchronisation avec le réseau? Donc, quelles sont les 4 conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse dire, OK, on peut maintenant brancher notre génératrice avec le réseau? Alors, vous comprendrez que quand on parle de synchroniser une génératrice avec le réseau, supposez qu'on est dans un barrage hydroélectrique dans lequel il y a 6 génératrices, une à côté de l'autre, qui peuvent être entraînées par le flot de l'eau qui arrive. Mais ces 6 génératrices-là ne sont pas branchées au réseau en permanence. On va brancher et débrancher les génératrices au réseau en fonction du besoin de puissance électrique sur le réseau. Donc, au cours de la journée, il va y avoir des branchements et des débranchements des génératrices en fonction de la consommation actuelle. Donc, quand vient le temps de brancher une génératrice avec le réseau, c'est de ça qu'on parle quand on parle de synchroniser une génératrice avec le réseau, c'est qu'il faut s'assurer que la tension produite par la génératrice respecte les 4 conditions qui sont ici avant de pouvoir fermer l'interrupteur qui relie, fermer le contacteur, si vous voulez, qui relie la génératrice au réseau. Alors, ces 4 conditions-là sont les suivantes. Premièrement, il faut que la séquence des phases de la génératrice soit évidemment la même séquence que sur le réseau électrique. Donc, on vient de voir qu'il y a une séquence qui se produit ici. On a A, B, C. Alors, si c'est la séquence des phases qu'on retrouve sur le réseau, A suivi de B, suivi de C, bien, il va falloir absolument, évidemment, que notre génératrice respecte cet ordre-là. Parce que si la génératrice faisait ACB plutôt, c'est-à-dire tournait dans l'autre sens, si on la mettait en ligne à ce moment-là, on détruirait immédiatement la génératrice et en fait le barrage électrique au complet, vu le poids de ces bestioles. Ensuite de ça, il faut s'assurer que la fréquence de sortie de notre génératrice est la même que la fréquence du réseau. Alors, par exemple, ici en Amérique du Nord, c'est 60 Hz, en Europe, 50 Hz. Donc, il faut que la fréquence de la tension de sortie de notre génératrice respecte exactement cette fréquence-là, parce qu'encore une fois, sinon, il y aurait un stress mécanique très important sur la génératrice au moment de fermer le contacteur. Troisièmement, il faut que la tension produite par la génératrice soit la même que la tension du réseau. Donc, si on prend par exemple, évidemment, les génératrices ne fonctionnent pas à 120 volts ou à 220 volts, mais prenons cet exemple courant qu'on connaît bien. Si la tension de sortie de la génératrice, si le réseau est à 120 volts, il va falloir que la tension de sortie de notre génératrice soit elle aussi à 120 volts, parce qu'autrement, la génératrice, en la reliant au réseau, pourrait commencer à tirer de la puissance électrique du réseau plutôt que d'en fournir si sa tension de sortie était inférieure à celle du réseau. Évidemment, on ne veut pas ça. Et finalement, il faut que les 2 tensions, telles qu'on les voit ici à l'écran, donc en jaune, on a la tension de notre réseau, en bleu, la tension produite par la génératrice. Donc, au moment de fermer l'interrupteur, il faut que ces 2 courbes de tension soient parfaitement l'une par-dessus l'autre, parfaitement en phase, parce que s'il y a un déphasage, comme on le voit ici à l'écran, au moment où on fait la synchronisation, encore une fois, ça va créer un stress mécanique très important et électrique aussi sur la génératrice, des milliers d'ampères de courant qui pourraient circuler et un couple tellement important sur la génératrice pour la réaligner avec le réseau que ça pourrait encore une fois détruire la génératrice. Donc, c'est très important, encore une fois, que cette condition-là soit respectée. Donc, voilà les 4 conditions qu'on va devoir tester aujourd'hui avant de fermer notre contacteur qui relie la génératrice au réseau. Comment on va parvenir à ça? Bien, vous avez ici le schéma électrique de ce qu'on va utiliser pour faire notre synchronisation. Donc, d'un côté, on va avoir notre génératrice synchrone avec son champ d'excitation ici, comme je vous ai montré, qui vient exciter le rotor et qui vient créer le champ électrique, le champ magnétique avec l'électroaimant qu'est notre rotor, et la sortie de notre génératrice, la sortie triphasée. Alors, comme vous voyez, on pourrait relier directement la génératrice au réseau électrique, mais évidemment, on ne veut pas faire ça parce qu'on veut intercaler entre les deux un contacteur, justement, qu'on va pouvoir venir fermer au moment où la synchronisation est possible. Donc, ils ne seront pas reliés initialement. On va pouvoir observer les 2 tensions de chaque côté et quand les conditions seront réunies, là, on pourra fermer le contacteur triphasé ici qui va relier électriquement la génératrice au réseau.
Pour nous aider dans la détermination des conditions de synchronisation, on va avoir un module de synchronisation ici au centre qui, en plus de contenir le contacteur triphasé, va contenir 3 petites lampes qui vont nous indiquer si, pour le moment, notre tension de sortie de la génératrice est en phase ou non avec le réseau. Et on va aussi utiliser un synchroscope, qui est un appareil qui va nous permettre, avec une aiguille rotative, qui va nous permettre de déterminer si la fréquence de sortie de notre génératrice est supérieure à la fréquence du réseau, par exemple 51 Hz, ou inférieure, par exemple 49 Hz, à la fréquence du réseau. Et ça va nous permettre de, encore une fois, rétablir la situation avant de fermer le contacteur. Est-ce qu'on a des questions, FX? Négatif, Christian, tout va très bien. Tu peux continuer. On continue. Donc, justement, ici, on voit l'image du synchroscope, ce à quoi ça va ressembler. Donc, en fonction du fait que la fréquence est inférieure à la fréquence du réseau, auquel cas, notre aiguille va tourner dans le sens anti-horaire, ou la fréquence de sortie de la génératrice est supérieure à celle du réseau, on va tourner dans le sens horaire, bien, la vitesse de rotation de l'aiguille va aussi nous indiquer la différence de fréquence. Donc, plus la différence de fréquence va être élevée entre la génératrice et le réseau, plus l'aiguille va tourner rapidement. Donc, c'est une indication très visuelle de cette condition de synchronisation. Ici, 2 petits diagrammes pour vous montrer qu'est-ce qui va se produire à l'intérieur de la génératrice si jamais on ferme le contacteur au moment où, en fait, la génératrice n'est pas en phase avec le réseau. Donc, si nos 2 tensions de la génératrice et du réseau ne sont pas en phase, comme dans l'image de l'oscilloscope que je vous montrais préalablement, qu'est-ce qui va se passer? Bien, dépendant si notre génératrice est en retard par rapport au réseau. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'orientation du champ de notre rotor à l'intérieur de la génératrice. Et ce qu'on voit en rouge, c'est l'orientation du champ provoqué par le réseau. Okay? Alors, le réseau est orienté comme ça, alors que notre rotor est ici. Donc, on est en retard sur le réseau. Alors, si on devait fermer l'interrupteur, le contacteur à ce moment-ci, un très fort courant serait induit dans la génératrice pour la forcer, et ce courant-là vient du réseau, évidemment. Donc, le réseau enverrait un très fort courant pour forcer la génératrice à se réaligner, à réaligner son champ avec le réseau. Et comme je vous disais, ces courants-là peuvent être de l'ordre de plusieurs milliers d'ampères, ce qui peut brûler les enroulements et créer des courts-circuits à l'intérieur de la génératrice. Mais de façon plus importante, ce qui va arriver, c'est que vous devez comprendre que dans une génératrice industrielle comme celle que je vous ai montrée, le rotor ici pèse plusieurs tonnes, c'est plusieurs tonnes d'enroulement de fil électrique. Et évidemment, si on lui fait subir une force mécanique trop grande pour le réaligner, ben, ça va tout simplement faire éclater la génératrice. Donc, il faut absolument éviter ça. Et ce qu'on voit ici en bas à droite, ben, c'est la situation inverse. Si notre génératrice est en avance sur le réseau, il va falloir faire circuler un courant dans le sens inverse pour forcer la génératrice à se réaligner avec le réseau. Et encore une fois, ça peut être assez désastreux comme conséquence. C'est pourquoi il est très important de fermer l'interrupteur quand nos 2 tensions sont vraiment alignées. Finalement, dans la partie théorique de la présentation, on a ici ce qui va se produire avec notre génératrice une fois qu'on est synchronisé avec le réseau. Donc, en bleu, ce que vous voyez, c'est la courbe normale de la génératrice quand elle n'est pas synchronisée avec le réseau. C'est-à-dire que si on augmente la vitesse de notre entraînement mécanique qui fait tourner la génératrice, par exemple que ce soit la turbine hydraulique, la turbine à vapeur, ou dans notre cas, c'est notre dynamomètre qui va fournir cet entraînement mécanique-là. Si on augmente la vitesse de l'entraînement mécanique, le couple va suivre la courbe en bleu. Donc ici, on a notre couple. Le couple va augmenter parce que plus la vitesse de la génératrice augmente, plus le couple qu'il faut fournir pour la faire tourner augmente aussi. Donc, on suit la courbe bleue ici avec le couple qui augmente avec la vitesse. Mais à partir du moment que notre génératrice est synchronisée avec le réseau, même si on essaie de changer la consigne de vitesse, si on ouvre davantage les vannes, par exemple, pour faire rentrer plus d'eau, pour faire tourner notre turbine plus rapidement, ce n'est plus possible de faire tourner la turbine à une autre vitesse que celle qui est la vitesse synchrone du réseau
qui va produire une tension de 50 Hz. Parce que vous comprendrez que la génératrice est reliée à des milliers d'autres génératrices sur le réseau et que toutes ces génératrices-là représentent une inertie électrique immense que la seule génératrice ne peut pas combattre. Donc, c'est certain que même si on essaie de changer la vitesse de rotation, on ne pourra pas changer la vitesse. Mais ce qui va arriver, c'est qu'en augmentant la puissance mécanique qu'on applique sur notre génératrice, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir augmenter le couple justement qu'on fournit sur, et c'est ce qu'on voit sur la courbe verte ici, on va augmenter le couple appliqué sur l'arbre de la génératrice. Donc, on va fournir plus de puissance mécanique. La vitesse demeure constante, mais le couple augmente. Donc, la puissance mécanique qu'on fournit à la génératrice augmente, ce qui veut dire évidemment qu'à la sortie de la génératrice, on va avoir une plus grande puissance électrique aussi. Donc, en faisant varier la vitesse, comme la consigne de vitesse sur notre entraînement mécanique, on va augmenter la puissance électrique, augmenter ou diminuer, dépendant si on augmente la consigne de vitesse ou on la diminue, de la puissance électrique qu'on échange avec le réseau. Et finalement, qu'est-ce qui arrive après synchronisation si on joue avec le champ, donc le courant de champ, le courant d'excitation de notre rotor à l'intérieur de notre génératrice? Bien, ce qu'on voit ici, c'est que si on augmente le courant de champ, donc au départ, normalement, on devrait être à la situation ici où notre courant de champ fait en sorte qu'on ne produit ni ne consomme aucune puissance réactive. En général, c'est ce qu'on veut. On ne veut pas échanger de puissance réactive avec le réseau. Mais on va voir que si, une fois qu'on a ce point d'équilibre, on augmente le courant de champ, ça va faire en sorte que notre génératrice va commencer à fournir de la puissance réactive au réseau. C'est-à-dire qu'elle va se comporter comme un condensateur, parce qu'on sait que, par définition, les condensateurs fournissent de la puissance réactive, alors que si on diminue le courant de champ de notre génératrice après synchronisation, ça va avoir pour effet que la génératrice va commencer à consommer de la puissance réactive et se comporter comme une inductance. Une inductance. Donc, on va voir que on va pouvoir se servir de ça justement pour pouvoir utiliser une génératrice synchrone, pas seulement pour produire de la puissance active, mais aussi pour agir comme une bobine ou un condensateur variable pour faire de la compensation de facteurs de puissance, dont le sujet a été couvert hier dans l'autre webinaire. Parfait, on arrive à la section pratique de l'exercice. Donc, il nous reste une demi-heure pour faire les branchements de notre génératrice et en faire la synchronisation. Donc, on va commencer par faire une synchronisation manuelle, puis ensuite, on va voir comment la génératrice, une fois qu'elle est synchronisée avec le réseau, se comporte. Mais avant de plonger là-dedans, des questions FX. Il n'y a pas de question en tant que telle. J'imagine qu'avec un simulateur, c'est difficile de le briser si on fait les mauvais branchements au mauvais moment. Effectivement. Par contre, ce qu'on va pouvoir voir dans notre simulateur, c'est que s'il y a un courant trop élevé qui circule, si ce courant est suffisamment élevé pour déclencher les protections électriques qu'on simule, ben on peut carrément faire sauter le breaker, comme on dit, c'est-à-dire que le disjoncteur s'active pour limiter les trop forts courants. Ce qu'on peut faire aussi avec le simulateur, c'est enregistrer les transistors à l'aide de l'oscilloscope. C'est possible d'observer le très fort courant qui circule dans les bobines de notre stator si la synchronisation se fait au mauvais moment, ainsi que le couple très important qui est enregistré sur l'arbre du moteur. Donc ça, c'est possible de le faire. Malheureusement, ça dépasse les objectifs de la présentation d'aujourd'hui parce qu'on a quand même beaucoup à faire, mais ça fait partie des objectifs de l'exercice complet qui est dans le manuel et que je vous invite à aller consulter. D'ailleurs, c'est ce que je vais faire avec vous après vous avoir présenté le schéma. Donc, voici le schéma qu'on va vouloir reproduire. Ouais, je m'excuse, FX, est-ce qu'il y avait une autre question? Non, c'était juste, c'est une question personnelle en fait. Parfait. Donc, ici, c'est le schéma électrique qu'on va reproduire dans avec notre simulateur. Donc, on va avoir notre génératrice d'un côté, le réseau de l'autre, et on va venir brancher le module de synchronisation entre les deux, avec le synchroscope aussi. Donc, oups, c'était la dernière diapo, comme vous voyez. Donc, maintenant, on va passer à notre simulateur. Ici. Je vais juste vérifier si ça fonctionne. Donc, excusez.
Excusez-moi, je dois me battre avec l'interface de GoToWebinar. Ici, je vais vérifier que je peux mettre sous tension. Oui, c'est parfait. Alors, vous allez voir qu'ici, je vais utiliser une configuration un petit peu différente que d'habitude, tout simplement pour correspondre à notre schéma électrique qui est ici. Pour que ce soit plus facile à suivre. Donc, vous voyez, dans notre schéma électrique, on présente la génératrice comme étant du côté gauche et le réseau électrique comme étant du côté droit. Donc, ici, dans notre exercice, c'est notre bloc d'alimentation qui représente le réseau électrique parce qu'évidemment, ce bloc d'alimentation-là est branché au réseau électrique par un câble d'alimentation triphasé. Donc, si on envoie de la puissance électrique vers le bloc d'alimentation, il va pousser cette puissance-là sur le réseau électrique. Donc, effectivement, on va se trouver à fournir de l'énergie gratuitement à la compagnie d'électricité. Évidemment, ici, tout cela est simulé. Donc, je vais mettre mon bloc d'alimentation de ce côté-ci et à côté de lui, on va venir insérer notre moteur synchrone, notre génératrice synchrone qui peut agir comme moteur aussi. Donc, la génératrice synchrone ici. Et à côté, évidemment, on va venir mettre notre dynamomètre qui va, lui, jouer le rôle aujourd'hui d'entraînement mécanique. Donc, il va entraîner la génératrice pour la faire tourner. Ensuite de ça, je vais avoir besoin, comme toujours, de mon bloc d'acquisition de données, mon module d'acquisition de données pour pouvoir observer tout ça. Et finalement, un petit peu comme un, oui, et finalement, je vais avoir mon module de synchronisation. Je veux placer les modules pour que le branchement soit le plus net possible. Donc, pour les modules de synchronisation, on vous en fournit 2 versions. Encore une fois, comme je vous disais dans le premier webinaire, on essaie de s'adapter aux différentes versions que les clients ont chez eux. Ça, c'est l'ancienne version et c'est cette version-ci que je vais utiliser en fait pour la démonstration parce qu'elle demande une paire de fils de moins, donc un peu plus facile à brancher. Voilà, donc ce sont les modules dont on a besoin. Si jamais vous doutez des modules dont vous avez besoin, bien, je vous rappelle que vous pouvez aller ici dans l'aide, manuel et exercice. On va descendre ici dans notre manuel sur les machines CC et CA et vous allez voir qu'ici, on a à la fin de l'unité 6, la numérotation a changé un peu là, entre cette version de manuel et celle que je vous montrais. Et vous allez voir qu'ici, exercice 6.4, on a synchronisation du générateur. Donc, je vais ouvrir ce manuel et on va descendre tout de suite dans l'annexe qui nous permet de déterminer les modules dont on a besoin, qu'on vous a déjà montré plus tôt cette semaine. Donc, dans l'annexe, d'habitude c'est l'annexe A, mais voilà, dans ce manuel-ci, c'est l'annexe C. Donc, vous voyez que pour l'exercice 6.4 qu'on s'apprête à faire, ça prend bon, une console, évidemment, une génératrice triphasée, un module de synchronisation, etc. Donc, on a la liste des modules qui sont requis pour faire l'exercice en question. Et ensuite, on va pouvoir aller dans l'exercice comme tel. Je suis allé un peu trop vite. Exercice 6.2. Ici, 6.3 et finalement 6.4 ici, qui est l'exercice qu'on s'apprête à faire. Donc, toute l'information que je viens de vous donner, vous voyez les 4 conditions de synchronisation sont listées ici. Alors, vous avez toute la discussion théorique qu'on vient d'avoir ici. Et finalement, la procédure détaillée ici. Parfait. Donc, on retourne à notre module ici. Donc, on va vouloir d'abord raccorder mécaniquement notre génératrice et notre entraînement mécanique. Donc, je vous rappelle qu'on fait ça en abaissant le panneau avant et en venant installer une courroie de synchronisation comme ça entre les deux. Oups. Ensuite de ça, la génératrice va devoir être branchée au réseau. Donc, on voit que la génératrice va passer par le module de synchronisation. En fait, c'est pas la bonne image que j'ai ici. Là. Je m'excuse, je vais aller chercher la bonne image dans le manuel parce qu'ici, il me manque les... je ne comprends pas que ce soit cette version-là qui se soit retrouvée là. Je vais aller dans le manuel ici pour avoir l'image complète avec les identifications des terminaux à utiliser et les appareils de mesure. Donc, voici le schéma complet pour le laboratoire qu'on s'apprête à faire.
Donc, vous allez voir qu'on a besoin de beaucoup d'appareils de mesure, 1 ampèremètre, 4 voltmètres, pour pouvoir mesurer les tensions de part et d'autre, donc du côté de la génératrice et du côté du réseau. Donc, en sortant, la phase 1, en sortant de la génératrice, va passer par l'ampèremètre 2. Donc, je sors de la phase 1 ici. Je m'en vais à l'ampèremètre 2 ici de mon module d'acquisition de données. On va zoomer un petit peu plus pour que ce soit plus clair pour vous. Comme ça. Puis, sortant de l'ampèremètre, je m'en vais au module de synchronisation. Donc, sortant de l'ampèremètre, on s'en va à la phase 1 du module de synchronisation ici. Je vais aller en dessous, en fait, ici. Ensuite de ça, la phase 2 se rend directement au module de synchronisation. Donc, phase 2 se rend directement au module de synchronisation, ainsi que phase 3. Je ne ferai pas tous les branchements. Je vais juste vous montrer encore une fois comment c'est facile de réaliser ces branchements. Puis, je vais ouvrir un fichier de configuration dans lequel j'ai déjà fait toute la configuration. Ensuite de ça, du côté de la du réseau, c'est la même chose. Je vais devoir venir brancher chacune des phases du réseau à mon module de synchronisation. Donc, phase 3 à 3, phase 2 à 2. En passant, dans le simulateur comme dans le système physique, si vous voulez limiter l'encombrement des fils, il est recommandé de penser un peu à au module que vous aurez besoin et des branchements qui seront à faire pour les relier, pour essayer de limiter le nombre de fils qui s'entrecroisent. Okay? Donc, ici, j'essaie de me placer comme ça pour pouvoir justement venir facilement brancher les fils en mettant le module de synchronisation au centre, ainsi que le module d'acquisition de données au centre, parce que tous les fils vont devoir passer par ce module-là. Ensuite de ça, il faudrait brancher les ampèremètres en parallèle. Ici, le branchement qui est indiqué, c'est avec le nouveau module de synchronisation qui nécessite d'alimenter la bobine qui va fermer le contacteur. Dans le cas de l'ancien modèle ici, ce n'était pas nécessaire, donc c'est un branchement qui n'est pas nécessaire. Donc, tout ce qui nous manquerait finalement, ce serait de venir brancher nos voltmètres et évidemment de brancher ici nos enroulements de notre machine synchrone en étoile et aussi d'alimenter le champ ici de notre génératrice avec un courant continu. Ce que je vais faire en venant prendre ici la sortie fixe des CC de mon bloc d'alimentation et en venant la raccorder ici. Là, je fais tout ça rapidement. Normalement, je changerai les couleurs des fils pour que ce soit plus clair, mais vous allez voir que dans le fichier de configuration que je veux maintenant ouvrir, justement, j'ai pris le temps de changer la couleur de ces fils. Donc, vous voyez, pas plus compliqué que ça de faire les branchements. Maintenant, ouvrons notre fichier qui va nous simplifier la vie. Donc, on va aller ouvrir ici. Et tada, c'est beaucoup plus simple comme ça. On a tous nos fils qui ont été, dont les couleurs ont été modifiées pour rendre l'interprétation de tout ça plus simple. Donc, vous allez voir que j'utilise encore une fois les codes de couleurs nord-américains, donc rouge, gris et bleu pour les 3 phases. Donc, ici, j'ai ma phase 1 qui passe par l'ampèremètre 2 et qui s'en vient ici. La phase 2 qui s'en vient directement là, la phase 3 qui s'en vient directement là. Et du côté réseau, j'ai utilisé des teintes différentes des mêmes couleurs, donc rouge, rose plus pâle pour la phase 1, gris plus pâle pour la phase 2 et bleu plus pâle pour la phase 3. Donc, ça permet de suivre plus facilement les branchements. Et finalement, j'ai utilisé 2 tons de orange pour le courant CC pour essayer encore une fois de faire la distinction. Et finalement, les seuls branchements qui restent, comme vous voyez, ce sont les branchements des ampèremètres ici, qui sont branchés tels qu'on le voit, avec E2, E3 branchés du côté de la génératrice et E1, E4 du côté du réseau. En passant, vous vous demandez peut-être pourquoi on branche des voltmètres ainsi en parallèle, E1 et E4, E2 et E3. C'est parce que souvent, on a des fonctions logicielles dans notre logiciel qui ont besoin d'avoir une lecture de tension pour effectuer ce qu'elles ont à faire et elles ont besoin qu'on branche certains appareils de mesure pour obtenir cette lecture-là. Et quand la lecture est utilisée à l'interne par une de nos fonctions, on ne peut pas afficher cette tension-là qu'on obtient
sur les cadrans à l'intérieur du logiciel. Donc, en doublant les appareils de mesure comme ça, il y en a un qui est utilisé par la fonction interne. Dans ce cas-ci, c'est le synchroscope qui utilise ces 2 voltmètres-là. Et E2 et E1 nous fournissent les tensions qu'on peut afficher dans nos multimètres. Alors, c'est la raison pour laquelle on a ça ici en parallèle. Tout ça, c'est bien expliqué dans les manuels quand vous regardez les exercices. Parfait. Donc, on va pouvoir commencer à faire notre synchronisation. On voit que notre dynamomètre ici est déjà relié mécaniquement à notre génératrice. Donc, on va venir le mettre en fonction. Et on va utiliser encore une nouvelle fonction de notre dynamomètre ici, qui est la fonction de prime mover break, qui est la suivante ici. Donc, si je m'approche, en fait, c'est une fonction qu'on a créée sur le dynamomètre expressément pour cet exercice de synchronisation de la génératrice. Parce qu'on ne veut pas essayer d'entraîner la génératrice à une vitesse constante, parce qu'à ce moment-là, la boucle de rétroaction de vitesse causerait des problèmes au moment de la synchronisation. Et même chose pour le couple, on ne veut pas maintenir le couple constant, on veut pouvoir on veut qu'il puisse varier en fonction de la charge électrique sur la génératrice. Donc, cette fonction-là de clockwise prime mover break va nous permettre, excusez-moi, on peut passer en français. Voilà. Donc, je pense qu'il va falloir que je... Ah, il ne me l'a pas changé ici. Ah, c'est étrange. OK, j'étais déjà... Il aurait fallu que je change l'interface, je pense, avant d'ouvrir mon dynamomètre. Mais donc, ce mode-ci va nous permettre d'entraîner la génératrice avec une tension constante qu'on va fournir à notre dynamomètre et ça va permettre une certaine variation de vitesse et de couple. Une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer, c'est le contrôle du dynamomètre, non pas à partir de sa face, son panneau de contrôle avant ici, mais à partir du logiciel. Je vous rappelle que normalement, dans le vrai système, ces modules-ci seraient des modules physiques à côté desquels on aurait un ordinateur et ce module-ci serait branché avec un câble USB à l'ordinateur. Donc, dans notre logiciel, LVDAC, qui nous permet de contrôler la version physique de ce système-là, on aurait une fenêtre qui nous permettrait de contrôler à partir du logiciel le fonctionnement du dynamomètre. Et c'est ce que je vais vous montrer ici. Alors, si je clique ici sur ce bouton, auquel j'ai accès ici aussi par le menu Instruments, dynamomètre et bloc d'alimentation, ça ouvre cette fenêtre qui va me permettre de venir choisir la fonction que je veux appliquer sur mon dynamomètre et vous allez voir que ce sont les mêmes fonctions qui apparaissent ici dans le bas de l'écran. Maintenant, vous remarquerez peut-être que sur l'écran de mon dynamomètre, on voit comp-based pour computer-based, c'est-à-dire que je ne peux plus contrôler le dynamomètre à partir des boutons qui sont ici parce que le contrôle a été pris par l'ordinateur. Donc ici, je vais pouvoir venir sélectionner ma fonction qui est moteur-frein sens horaire, en français cette fois-ci. OK? Et je vais pouvoir venir indiquer la vitesse à laquelle je voudrais idéalement que la génératrice tourne. Comme j'utilise encore la génératrice de type nord-américaine, la version nord-américaine pour un réseau à 60 Hz, la vitesse synchrone de cette machine est de 1800 tours par minute. La version européenne, pour produire 50 Hz, devrait tourner à 1500 tours par minute. Donc, on vient tout simplement entrer la consigne de vitesse qu'on veut ici et on va pouvoir démarrer la rotation de notre génératrice comme ça. Donc, vous voyez que la génératrice s'est mise en rotation. Le dynamomètre nous indique ici sur son écran et aussi sur l'écran de l'ordinateur que la vitesse de rotation est présentement de 1651 tours par minute. Comme je vous disais, à cause de la façon dont on a mis en œuvre cette fonction-là pour pouvoir faire la synchronisation, la consigne qu'on indique ici, correspond à idéalement la vitesse qu'on voudrait, mais ce qui est envoyé, en fait, c'est une tension qui va donner, dépendant de la charge électrique sur la génératrice, une vitesse plus ou moins proche de la consigne qu'on a donnée ici. Donc, on va pouvoir venir changer cette consigne-là avec notre bouton ici, tout simplement. Et je vais augmenter la vitesse ici à pas tout à fait la vitesse synchrone, qui est de 1800. Je vais m'approcher de la vitesse synchrone comme ça, avant de commencer à produire de l'électricité avec ma génératrice. Alors voilà, la génératrice est en rotation. Est-ce qu'on produit de l'électricité? Allons voir ça. Donc, on recule un petit peu. Et si, en fait, on ouvre nos cadrans de mesure, ici,
qui nous affiche les tensions dans chacune des phases et la puissance électrique dans chacune des phases. Je vais mettre ces cadrans-là présentement hors tension et je débute la mesure. Je n'ai rien parce que mon module d'acquisition de données n'est pas alimenté. Je vous rappelle qu'il doit être alimenté. J'ai branché le fil, mais je n'ai pas pesé sur l'interrupteur ici. Donc, on alimente le module d'acquisition de données et on reprend ici nos mesures. Est-ce qu'il me manque quelque chose ici? Je devrais lire le temps. Ah ben non, il n'y a absolument rien, effectivement, parce que je n'ai même pas parti mon alimentation ici. Puis la génératrice, pour l'instant, ne produit rien. Pourquoi la génératrice ne produit rien alors qu'elle tourne? C'est parce que je n'ai pas alimenté son champ. Donc, il n'y a encore aucun champ magnétique au niveau du rotor. Donc, je dois venir mettre cet interrupteur en position haute pour commencer à produire un champ magnétique. Mais d'abord et avant tout, je dois partir mon bloc d'alimentation ici qui va fournir la tension CC nécessaire. Donc, on part le bloc d'alimentation ici. Et puis, on va commencer à produire certaines choses. Excusez, là, il semble avoir un petit problème avec... Ah non, OK, j'étais plus en rafraîchissement. Voilà. Donc, ici, c'est la tension du côté du réseau, 125 volts. Et ici, on voit que la tension produite par la génératrice est pratiquement nulle parce qu'on n'a pas encore mis le champ. Donc, on met le champ, on commence à produire et on voit qu'on a une tension pas encore tout à fait égale à celle du réseau. Donc, ça, c'est une des conditions qu'il va falloir établir. Ensuite de ça, vous allez remarquer maintenant, si vous regardez le module de synchronisation ici, que nos lumières clignotent. Alors, les lumières clignotent pour nous indiquer que justement, il y a un déphasage, il y a un problème au niveau de la fréquence produite par la génératrice et la fréquence du réseau. Ce n'est pas la même. Pour bien comprendre ce qui se passe, si on regarde les signaux de tension du côté de la génératrice, donc E1 et du côté du réseau. E1, je m'excuse, c'est le réseau, et E2, la génératrice. Voilà. Donc, on va voir ici que effectivement, les deux tensions ne sont pas à la même fréquence. Il y en a une qui, donc en jaune, c'est la tension de notre réseau, qui est notre référence, et en bleu, c'est la tension de sortie de la génératrice. Alors, présentement, elle décale vers la gauche. En fait, là, c'est peut-être... Ouais, c'est ça. Elle décale vers la gauche parce que notre tension est inférieure à la tension du réseau. Donc, on prend du retard par rapport à la tension du réseau, comme on peut le voir ici. Si je veux régler ça, il va falloir que j'augmente la vitesse de rotation de la génératrice en faisant ça ici. Je vais l'augmenter un petit peu trop, donc on va diminuer ça juste en dessous de 1800. Comme ça ici. Et là, vous allez voir que la vitesse de décalage a diminué. OK? De plus on s'approche, évidemment, de la fréquence synchrone, plus cette vitesse de décalage-là va diminuer. Donc, maintenant, commençons à regarder nos conditions de synchronisation. Alors, on a dit que la première chose, il fallait que nos phases aient la même séquence. La séquence des phases soit respectée, c'est-à-dire A, B, C. Ben ça, c'est ce que le module de synchronisation vient m'indiquer ici. Si j'avais une séquence de phases qui n'était pas la bonne, les lumières, plutôt que de s'allumer et de s'éteindre toutes simultanément, s'allumeraient en alternance. Donc, j'aurais celle-là qui s'allume, suivie de celle-là, suivie de celle-là. Donc, ici, le fait qu'elles s'allument toutes et s'éteignent toutes en même temps, je sais que j'ai la bonne séquence de phase. Deuxièmement, la deuxième condition, c'est de produire la même tension de sortie. Alors, on voit ici qu'on a un petit problème parce qu'on a 124 volts, 125 volts pour le réseau, alors qu'on a 98, 100 volts pour la génératrice. Donc, il va falloir augmenter notre tension de sortie. Alors, comment augmenter la tension de sortie sans changer la vitesse? Bien, évidemment, il suffit de changer le champ d'excitation qu'on a ici. Donc, je vais revenir ici et je vais augmenter, excusez, on va afficher le multimètre ici qui me donne une valeur plus facile à lire. Donc, je vais augmenter mon champ ici jusqu'à ce que j'obtienne 125 volts à la sortie de ma génératrice. 113, 120. Oups, à peu près comme ça. Donc, on a à peu près la même tension. Vous remarquerez qu'on a une légère oscillation parce que évidemment, entre les deux, il peut y avoir une interaction mécanique, donc légère oscillation. Donc, on voit ici que nos deux courbes ont maintenant la même amplitude. C'est très bien.
La troisième condition, c'est que notre fréquence de sortie soit la même. Donc, on voit ici que ce n'est pas tout à fait le cas parce que si on affiche ici la fréquence de la tension E2, on a une fréquence de 59,7 Hz alors qu'on voudrait avoir 60 Hz dans ce réseau nord-américain, donc léger décalage. Une autre façon de le voir, c'est avec notre synchroscope. Donc maintenant, on va amener le synchroscope. Alors, on pèse sur le bouton ici qui ressemble vraiment à un synchroscope, pas trop difficile à détecter, et on va démarrer la fonction. Donc, comme vous le voyez ici, on vous indique que le synchroscope va prendre ces deux lectures de tension avec le voltmètre E3 du côté de la génératrice et E4 du côté du réseau. Et c'est ce qu'on a branché ici dans notre module d'acquisition de données. Je démarre la fonction et on voit qu'effectivement, notre synchroscope nous indique qu'on est trop lent parce qu'on tourne dans le sens anti-horaire. La fréquence de notre génératrice est trop lente. Puis quand même avec un bon décalage de vitesse parce que l'aiguille tourne quand même passablement rapidement. En passant, j'attire votre attention avant que quelqu'un pose la question sur le fait que j'ai découvert qu'on avait dans la nouvelle version du logiciel, il y a un petit bug que je viens de découvrir, que c'est la même fréquence qui est affichée du côté réseau et du côté de la génératrice. Donc, ça va être corrigé dans la prochaine version. Là, ici, on devrait avoir la fréquence du réseau qui est de 60 Hz. Ça ne change rien à l'affichage de l'aiguille qui, lui, est très bien. Donc, je vais juste augmenter ici. Je vais essayer d'augmenter ça pendant que vous voyez l'aiguille. Donc, je vais ramener la fenêtre en avant, comme ça. Et je vais changer la fréquence de rotation ici de mon entraînement mécanique. Et vous allez voir que, effectivement, si j'arrive à la vitesse synchrone, mon synchroscope s'arrête. Donc, là, maintenant, j'ai la troisième condition remplie. Ma fréquence de sortie est de 60 Hz, telle que la fréquence du réseau. Donc, c'est très bien. La dernière condition à remplir, c'est qu'il faut que les deux tensions soient en phase. Alors, si on regarde la sortie de notre oscilloscope, ici, on peut voir qu'elles ne sont pas en phase. On a un décalage de 60 degrés et on peut le voir aussi à l'oscilloscope. Ici. Donc, on voit qu'effectivement, on a un déphasage qui est maintenant constant. Il n'y a plus de glissement, un déphasage constant de 60 degrés. Donc, si je ferme l'interrupteur à ce moment-ci, ça va créer un très grand stress sur la génératrice pour la forcer à se réaligner avec le réseau, ce qui serait totalement inacceptable dans la réalité. Un déphasage comme ça briserait la génératrice de façon irréparable. Donc, il faut vraiment s'assurer qu'on est aligné au moment de fermer. Et c'est pourquoi, en général, on va ici s'assurer d'avoir un petit glissement. Pas ça, ça. On va s'assurer d'avoir un tout petit glissement qui va permettre à l'aiguille de tourner comme ça lentement. Elle a tendance à se stabiliser. Ah, c'est bon, c'est bon. Donc, tourner lentement et on va fermer l'interrupteur de synchronisation au moment où l'aiguille va nous indiquer un déphasage de 0. OK? Là, évidemment, avec une vraie génératrice, on ferait ça de façon beaucoup plus précise que ça. Mais là, ici, notre génératrice simulée ainsi que notre génératrice physique pardonnent beaucoup les erreurs de manipulation des étudiants, évidemment. Donc, je vais attendre de fermer l'interrupteur ici, d'avoir un déphasage nul quand l'aiguille va être en haut et on va devenir synchronisé avec le réseau. Comme ça ici. Alors, à partir du moment que l'interrupteur est fermé, évidemment, les lumières s'éteignent parce que maintenant, c'est la même tension que j'ai des deux côtés des lumières ici. Donc, les lumières ne sont plus alimentées. Et vous voyez que tout est fixe. Maintenant, j'ai 0 degré de déphasage. Si je prends l'oscilloscope, les deux courbes se chevauchent parfaitement. Évidemment, parce qu'à partir de maintenant, je suis relié électriquement au réseau. Donc, la génératrice fait maintenant partie du réseau électrique et sa fréquence et sa tension de sortie sont fixées par le réseau. Si on regarde ça du côté des multimètres, on va voir que maintenant, évidemment, on a la même tension, on a notre fréquence à 60 Hz et c'est quoi ça ici? J'ai un petit courant. Ah, ben oui, excusez-moi, évidemment. En fait, c'est celle-ci ici que ça ne sert à rien de regarder là, ces cadrans-ci parce que je n'ai pas de mesure de courant dans les phases 1 et 3, j'ai seulement une mesure de courant dans la phase 2. On a branché seulement
on a seulement branché une phase. Donc, c'est pas dans la phase, je m'excuse. Ça, c'est le courant de la phase 1 de ma génératrice. Donc, on voit qu'à l'heure actuelle, la génératrice, il y a un petit échange de courant. En fait, présentement, la génératrice consomme un peu de puissance active du réseau, c'est-à-dire qu'elle est en motoring, comme on dit. Elle est en train de se faire entraîner par le réseau plutôt qu'elle pousser de la puissance électrique sur le réseau. Donc, pour changer ça, ben là, justement, c'est là qu'on va venir changer la consigne. Excusez, je vais juste afficher d'autres choses ici pour le prochain. Donc ici, je vais venir encore afficher la puissance mesurée par E2I2, mais je vais demander de voir la puissance réactive ici. Donc, la puissance réactive est pratiquement nulle, la puissance active pas tellement non plus élevée. Donc, regardons maintenant ce qui se passe quand on joue avec la consigne de vitesse de notre entraînement moteur alors qu'on est branché. Donc, vous vous rappellerez que je vous ai indiqué que comme on est synchronisé maintenant, on ne peut plus changer la vitesse de rotation, mais qu'en mettant plus de puissance mécanique, en augmentant la consigne de vitesse, on vient augmenter la puissance mécanique qu'on met dans la génératrice. Et vous remarquerez que comme j'augmente cette consigne, ma génératrice commence à pousser de la puissance électrique sur le réseau. Ici, comme on le voit, on est rendu à 47 watts. Donc, présentement, la génératrice est en train de pousser 47 watts. En fait, ça, c'est une phase seulement. 47 watts de puissance électrique vers le réseau. Donc, on est vraiment en mode génératrice ici. Si je rebaisse la consigne et que je ramène ça autour de 0, alors, quand on est vraiment à 0, comme ça ici, de puissance active, on dit que la génératrice flotte sur le réseau. Donc, la génératrice et le réseau n'échangent aucune puissance active. Il n'y a pas de courant qui circule entre les deux parce que les deux produisent exactement la même tension, sont exactement à la même tension et à la même phase. Donc, il n'y a aucun échange de puissance entre les deux. Et finalement, si ma génératrice venait qu'à ralentir, parce que, par exemple, les vannes d'ouverture de mon barrage électrique sont trop fermées ou le débit diminue, ben là, la génératrice, elle commence à se comporter comme un moteur. Elle commence à prendre de l'énergie électrique du réseau pour la faire tourner, ce qui, évidemment, est absolument inacceptable. Donc, dès qu'on se retrouve dans cette condition-là, en général, on va débrancher la génératrice de sur le réseau pour ne pas consommer de puissance électrique du réseau. Monsieur Christian. Oui. Oui, on a une question ici. On veut savoir comment on a fait pour synchroniser les phases. Je ne sais pas si tu peux expliquer cette partie-là en particulier. J'imagine que vous voulez parler du fait d'avoir la bonne séquence de phases, la séquence ABC. C'est tout simplement dans les branchements qu'on fait et dans le sens de rotation qu'on applique à notre génératrice. Alors, on sait ici que de la manière que nos enroulements sont branchés dans la génératrice, si on la fait tourner dans le sens horaire, elle va produire la séquence ABC telle que le réseau électrique. Si je la faisais tourner dans le sens anti-horaire, elle aurait la séquence inverse ACB. Et là, à ce moment-là, il faudrait que je fasse des modifications au niveau des branchements. Une façon simple de simuler ça, je peux ici débrancher la génératrice sur le réseau. Vous allez voir que les lumières recommencent à clignoter. Et une façon simple de simuler cette inversion, c'est de venir ici inverser deux fils. Donc, je vais interrompre l'alimentation ici. Je vais juste brancher temporairement mon fil. Oups. Christian, je pense qu'on voulait plus dire le déphasage entre la source, le réseau et la génératrice. Comment on a OK, mais je vais juste finir mon exemple là, quand même et je vais répondre à ça. Donc voilà, et je remets sous tension. Et vous allez voir que maintenant, les lumières, comme je vous disais, s'allument en alternance, ce qui indique un déphasage, un déséquençage, donc la séquence qui n'est pas la bonne. Je refais ça ici, je rééchange mes deux fils. Pour pouvoir resynchroniser. Voilà. Donc, on revient sous tension, nos lumières clignotent. Donc, on va regarder ici. Donc, on s'assure pour commencer d'avoir une consigne de vitesse très proche de la vitesse synchrone. Comme ça ici. Et ça va nous permettre de regarder avec le synchroscope l'état. Oups, je suis revenu à la vitesse synchrone, semble-t-il. Oui, en effet. Donc, il faut déphaser un petit
un petit peu comme ça. Il a tendance à se réaligner automatiquement. Donc voilà. Donc, on est légèrement décalé. On peut regarder ça aussi avec l'oscilloscope et vous allez voir que quand l'aiguille est en haut, ça correspond au moment où les deux courbes, les deux tensions se chevauchent parfaitement, donc c'est-à-dire qu'elles sont en phase. Okay? Donc, encore une fois, pour réaliser la synchronisation, on s'assure que nos deux courbes se chevauchent ou que l'angle de déphasage entre les deux soit de 0 degré pour fermer l'interrupteur de synchronisation. Ce que je vais faire ici, donc j'attends que l'aiguille soit en haut et clic. Oups, je suis passé à côté. Clic. Voilà. Donc ça, c'est la façon la moins stressante pour la génératrice de se faire synchroniser, c'est de s'assurer que les deux tensions sont en phase au moment où on ferme l'interrupteur. Et évidemment, on s'assure que la fréquence soit très, très proche. Donc dans ce cas-ci, le simulateur ne me permet pas d'atteindre une précision si grande qu'avec le système mécanique. Mais en général, on va s'arranger pour que l'aiguille tourne très, très, très lentement et dès qu'elle passe par 0, on ferme l'interrupteur. Je ne sais pas si ça répond à la question. Je crois que oui. Je vais devoir te laisser là-dessus, Christian. Je Oui, dois suivre ma formation sur le lavage des mains et comment se comporter en usine. parfait. Fix, merci pour ton aide encore une fois. Et puis, je suis sur la veille de conclure. De toute façon, je vais pouvoir regarder les questions des gens avant de conclure. Merci beaucoup Parfait, à plus. et bonne formation. Bye bye. Donc oui, il faut qu'on apprenne à se laver les mains maintenant pour être sûr de ne pas transmettre la COVID à nos collègues. OK, dernière chose que je voulais vous montrer, c'est l'effet du champ, de l'intensité du champ sur le facteur de puissance. Donc, je vais ramener ici un petit peu ça pour avoir une génératrice flottante. Donc, je vous rappelle que je sais que je flotte quand j'ai une puissance active presque nulle. Donc, maintenant, je flotte à ce niveau-là. Et ma puissance réactive est presque nulle aussi, 2,9 var. Alors, qu'est-ce qui arrive si on joue avec le champ ici? Vous allez voir que quand on augmente le champ, on vient augmenter la puissance réactive du côté positif. Alors, c'est-à-dire que notre génératrice se comporte comme une inductance qui consomme de la puissance réactive. OK? Alors que si je diminue l'intensité du champ, je m'excuse, je comporte comme un condensateur à l'envers parce que les branchements sont inversés. Alors que si je diminue l'intensité du champ, ça devient négatif, c'est-à-dire que là, je me comporte comme une inductance et je consomme de la puissance réactive du réseau. Alors que précédemment, je produisais de la puissance réactive que je poussais sur le réseau. Donc, en général, si on est en mode vraiment génératrice qui produit de l'énergie pour le réseau, on va ajuster l'intensité de notre champ pour être exactement à 0, parce qu'on ne veut pas que la génératrice n'échange de puissance réactive avec le réseau. On veut qu'elle soit neutre au niveau de la puissance réactive. Mais on va se servir à l'occasion de génératrices synchrones comme ça pour faire de la compensation de facteurs de puissance, comme on a vu hier qu'on pouvait faire avec des banques de condensateurs, donc hier ou lundi. Alors ici, on va brancher notre génératrice en parallèle avec l'appareil dont on veut compenser le facteur de puissance et en jouant avec l'intensité du champ comme ça, on va être capable de très précisément venir adapter la quantité de puissance réactive consommée ou produite par la génératrice pour compenser le facteur de puissance de l'appareil qu'on veut compenser. Donc ça termine pas mal les sujets que je voulais couvrir avec vous avec cette présentation. Je vais regarder si vous avez des questions parce que là, j'ai plus mon acolyte pour y répondre. Alors, attendez, je dois agrandir un petit peu l'interface ici. OK. Des fois, l'interface de GoToWebinar n'est pas facile d'utilisation. OK, alors, qu'est-ce qu'on a comme question? OK. Oui, donc j'ai une note ici de quelqu'un qui dit qu'il n'a pas reçu le lien pour vers l'enregistrement du webinaire sur la compensation du facteur de puissance. Normalement, vous allez le recevoir automatiquement si vous étiez inscrit pour ce webinaire-là. Si vous n'étiez pas inscrit, ben là, effectivement, il faudra m'envoyer, c'est M. Uji, donc j'ai déjà votre courriel, mais votre adresse courriel, mais je vous demanderai de me renvoyer un courriel
pour me faire la demande pour que je puisse vous renvoyer le lien vers ce webinaire-là. Mais tous ceux qui étaient inscrits pour le webinaire, même si vous n'avez pas pu assister au webinaire, vous allez recevoir par le courriel de suivi aujourd'hui que vous recevez exactement 24 heures après le webinaire, vous allez recevoir un lien vers la vidéo. Ensuite de ça c'est bon, on y a répondu. Et les phases des tensions entre les deux sources. OK, oui, c'est bon. Je comprends. Bonjour. OK, alors il y a une question ici. Pour varier la vitesse de la génératrice, on varie quoi? Et si on varie la fréquence de la génératrice, on va modifier quoi? OK. Donc, comme je vous disais, ce qui joue le rôle ici dans notre montage de l'entraînement mécanique, c'est notre dynamomètre qui est ici. Alors lui, dans cette configuration-là, joue le rôle de la turbine qu'on va retrouver dans la centrale électrique. Alors que ce soit une turbine hydraulique si on est dans une centrale hydroélectrique, une turbine à vapeur si on est dans une centrale thermique ou nucléaire, c'est la turbine, l'appareil mécanique qui vient entraîner la rotation de la génératrice. Donc, pour pouvoir varier la vitesse de la génératrice, il faut que je vienne jouer sur la consigne de vitesse de mon dynamomètre ici, ce qui équivaut dans la réalité à augmenter la pression de la vapeur ou à ouvrir les vannes qui laissent rentrer l'eau dans mon barrage hydroélectrique. Donc, je viens changer la puissance mécanique que j'applique sur la génératrice. Et je vous rappelle que c'est fait à partir de cet appareil de contrôle ici, cette fenêtre de contrôle, dynamomètre, bloc d'alimentation que j'ai ici, qui me permet de venir varier la consigne de vitesse ici. Là, je vous rappelle qu'évidemment, présentement, on est synchronisé, donc je ne peux pas changer la vitesse, mais si je me désynchronisais avec le réseau, comme ça ici, et je reviens à mon contrôle, vous allez voir que la vitesse de ma génératrice, qui est indiquée justement ici, 1814, ben, au fur et à mesure que je change ma consigne ici, cette vitesse augmente ou diminue. Et évidemment, quand on change la vitesse d'une génératrice, ben, ça change deux choses par rapport à sa tension de sortie. Ça change l'amplitude de la tension de sortie et ça change la fréquence de la tension de sortie. Donc, vous voyez, présentement, je suis à 125 volts, 59 Hz. Et si je diminuais la vitesse de rotation ici, ben, ça va changer ça va diminuer la fréquence de sortie tout en diminuant aussi la tension de sortie. Et inversement, si on augmente la vitesse. Donc, j'espère que ça répond à votre question. J'ai pas d'autres questions, donc moi j'en ai une dernière pour vous et puis je vous retourne à vos occupations. Désolé d'avoir débordé un petit peu. Donc, une dernière petite question pour savoir si ce webinaire vous a été utile et on va se retrouver la semaine prochaine pour un autre webinaire sur l'électronique de puissance. Donc, si vous vous inscrivez à ce webinaire-là, sachez que évidemment, il ne sera pas réalisé cette fois-ci avec notre simulateur parce que, comme on vous l'a expliqué la semaine dernière, le simulateur ne permet pas de couvrir nos cours d'électronique de puissance. Donc, on va se servir des modules physiques du système physique pour vous montrer ce qu'on peut faire en termes de cours d'électronique de puissance avec la version physique de ce système pour ceux d'entre vous qui l'ont déjà ou qui voudraient en faire l'acquisition. Donc, merci pour vos réponses. Merci de votre attention. J'ai toujours pas d'autres nouvelles questions. Donc, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, dépendant d'où vous êtes. Et on se retrouve dans un prochain webinaire la semaine prochaine. Merci beaucoup. Au revoir.